Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La Terre est née il y a environ 4,5 milliards d'années. Il est vrai que la Terre connaîtra sa fin, mais le moment exact et la manière dont cet événement se produira font encore l'objet de recherches scientifiques. C'est une idée effrayante, n'est-ce pas? Néanmoins, au cours de l'histoire, il y a eu de nombreux moments où l'humanité est passée dangereusement près de sa propre destruction. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 20 de ces événements. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. L'éruption du supervolcan Toba, qui s'est produite il y a environ 75 000 ans sur l'île de Sumatra, dans l'actuelle Indonésie, est l'un des événements volcaniques les plus puissants de l'histoire. Au cours de cet événement, une immense quantité de cendres volcaniques, de gaz et d'autres matériaux ont été rejetés dans l'atmosphère. Selon les recherches, l'éruption a été classée au niveau le plus élevé de l'indice d'explosivité volcanique. L'éruption a probablement entraîné la formation d'une caldeira géante, aujourd'hui connue sous le nom de lac Toba, le plus grand lac volcanique au monde. Le paysage environnant aurait été recouvert d'épaisses couches de cendres, enterrant la végétation et rendant difficile la survie des plantes et des animaux. L'éruption aurait également provoqué une baisse significative des températures mondiales en raison de l'injection de grandes quantités de cendres et d'aérosols dans l'atmosphère. Cet effet d'hiver volcanique aurait bloqué la lumière du soleil et perturbé le système climatique mondial, entraînant une période prolongée de réduction de la lumière du soleil, de baisse de température et de modification des conditions météorologiques. Certaines données génétiques suggèrent que la population humaine a pu être réduite à quelques milliers d'individus au cours de cet événement, bien que le nombre exact fasse encore l'objet de débats. Numéro 19. Même si la grippe espagnole n'a pas mis fin à l'humanité, de nombreuses personnes auraient probablement trouvé l'apocalypse plus clémente. La grippe espagnole, également connue sous le nom de pandémie de grippe de 1918, a été l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Elle s'est déclarée à la fin de la Première Guerre mondiale et s'est propagée dans le monde entier, infectant environ un tiers de la population mondiale. La grippe espagnole a connu 3 vagues distinctes, la deuxième étant la plus meurtrière. La première vague, au printemps 1918, a été relativement bénigne, mais la seconde, à l'automne de la même année, a été exceptionnellement grave. La grippe s'accompagne souvent de symptômes graves, notamment une forte fièvre, une fatigue extrême et une pneumonie sévère. En 1918, certains patients sont devenus bleus en raison du manque d'oxygène, ce qui lui a valu le surnom de mort bleue. Contrairement à la plupart des virus grippaux qui touchent principalement les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli, la grippe espagnole s'est caractérisée par un taux de mortalité exceptionnellement élevé, en particulier chez les jeunes adultes en bonne santé. Les estimations varient entre 20 et 50 millions de morts dans le monde, voire 100 millions selon certaines estimations. Numéro 18. Le dernier maximum glaciaire s'est produit il y a environ 26 000 à 19 000 ans, lorsque les calottes glaciaires et les glaciers étaient à leur maximum pendant la dernière période glaciaire. Il s'agit d'une période de refroidissement important de la planète qui s'est traduite par une couche glaciale étendue, une baisse du niveau des mers et de profonds changements dans le climat et le paysage de la Terre. À cette époque, de vastes nappes glaciaires recouvraient de grandes parties de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Une grande partie de l'eau de la Terre était emprisonnée dans la glace, le niveau des mers était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. En conséquence, des masses continentales actuellement submergées, telles que le pont terrestre de Bering entre l'Alaska et la Sibérie actuelle, sont apparues, reliant des régions auparavant isolées. Cette période a été caractérisée par un climat mondial beaucoup plus froid. Des températures plus basses ont été attribuées aux variations de l'orbite terrestre et à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les conditions météorologiques ont également changé, avec une modification des précipitations et la formation de vastes zones libres de glace, appelées refuges glaciaires. Les glaciers et les nappes glaciaires ont remodelé le paysage en érodant les montagnes et en creusant des vallées et des fjords. Numéro 17. Le bug de l'an 2000, également connu sous le nom de bug du millénaire, est un problème informatique qui a suscité beaucoup d'attention et d'inquiétude à l'approche de l'an 2000. Il est né d'une limitation des premiers systèmes informatiques où les années n'étaient représentées que par 2 chiffres, par exemple 99 pour 1999. La crainte était que lorsque le calendrier passerait du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000,
Ces systèmes interpréteraient l'année comme étant 1900 au lieu de 2000, ce qui pourrait entraîner des perturbations généralisées. L'impact potentiel du bug de l'an 2000 a été largement débattu, certaines personnes et organisations prédisant des conséquences catastrophiques, tandis que d'autres le considéraient comme exagéré. Les inquiétudes se sont concentrées sur les infrastructures critiques telles que les réseaux énergétiques, les télécommunications, les systèmes de transport, les institutions financières et divers autres secteurs fortement tributaires de la technologie informative. Les gouvernements, les entreprises et les organisations du monde entier ont investi beaucoup de temps, de ressources et de main-d'œuvre pour identifier et résoudre les problèmes potentiels liés au passage à l'an 2000. Des tests approfondis, des ajustements de code et des mises à jour de systèmes ont été effectués afin de minimiser les risques de défaillance. Un scénario catastrophe moderne a été évité, mais à quel point pensez-vous que cela nous aurait fait reculer dans le temps? Numéro 16. Le Grand Collisionneur de Hadron est l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde. Il est situé au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en Suisse. Avant son lancement, le public s'est inquiété des conséquences en termes de sécurité de la collision de particules à des énergies extrêmement élevées. Certains craignaient que les expériences ne créent des trous noirs microscopiques ou d'autres formes de matière susceptibles de présenter des risques pour la Terre ou l'humanité. Le CERN a assuré le public que les énergies produites étaient comparables à celles du rayonnement cosmique qui bombarde la Terre depuis des milliards d'années sans conséquences catastrophiques. Si une défaillance catastrophique devait affecter les aimants supraconducteurs, composants essentiels du collisionneur, elle pourrait entraîner une libération incontrôlée d'énergie et des dommages ultérieurs dans le complexe de l'accélérateur. En cas de dysfonctionnement grave, des radiations pourraient être émises par l'accélérateur ou ses installations expérimentales. Numéro 15. L'astéroïde 2019 OK, également connu sous le nom de City Killer, est un astéroïde relativement grand qui est passé à proximité de notre planète le 25 juillet 2019. On estime qu'il avait un diamètre d'environ 57 à 130 mètres. Si l'astéroïde était entré dans l'atmosphère terrestre, il aurait subi une chaleur et une pression intense dues au frottement de l'air. L'astéroïde aurait pu se désintégrer ou exploser dans l'air, et s'il avait heurté l'océan, il aurait pu provoquer un tsunami. Cependant, si l'astéroïde avait explosé dans l'atmosphère, il aurait pu générer une puissante onde de choc ou de pression. L'onde de pression aurait pu causer des dommages importants aux structures et aux infrastructures situées dans son rayon d'action. L'énergie libérée par l'explosion de l'astéroïde aurait été équivalente à plusieurs bombes nucléaires. Si l'astéroïde avait réussi à atteindre la surface de la Terre sans se désintégrer dans l'atmosphère, il aurait provoqué un impact à grande vitesse. En fonction de la vitesse et de la composition de l'astéroïde, l'impact aurait pu créer un cratère de très grande taille. La taille du cratère aurait déterminé l'étendue des destructions locales. Numéro 14. Déclenchée par la découverte de missiles nucléaires soviétiques à Cuba, la crise des missiles de Cuba, qui s'est déroulée en octobre 1962, a été un face-à-face tendu entre les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide. Si l'une des parties avait lancé une attaque nucléaire, cela aurait pu conduire à une guerre nucléaire dévastatrice aux conséquences catastrophiques. Les ogives transportées par les missiles pouvaient causer des destructions massives et des pertes en vie humaine. La détonation d'une seule ogive nucléaire peut libérer une immense quantité d'énergie, entraînant une explosion massive, une chaleur intense et une onde de choc mortelle. L'effet immédiat aurait infligé des dommages considérables aux infrastructures, aux villes et aux installations militaires. Les victimes d'un conflit nucléaire auraient été nombreuses. Une explosion initiale, suivie d'une émission de radiation, aurait entraîné des morts et des blessés immédiats. À long terme, l'exposition aux radiations pourrait entraîner une augmentation du nombre de cancers, des mutations génétiques et des problèmes de santé durables chez les survivants. Un échange nucléaire à grande échelle aurait libéré des quantités massives de retombées radioactives dans l'atmosphère. La crise des missiles de Cuba aurait pu dégénérer en une véritable guerre nucléaire impliquant d'autres pays. Heureusement, une solution pacifique a été trouvée. Numéro 13. La vague de chaleur européenne de 2003 est une période prolongée de températures exceptionnellement élevées qui a touché plusieurs pays d'Europe au cours de l'été 2003. Il s'agit de l'une des vagues de chaleur les plus sévères jamais enregistrées, notamment en termes de durée ainsi que d'intensité.
Car quand il fait chaud, ce n'est pas seulement un temps de glace. La chaleur extrême a entraîné une augmentation significative des maladies et des décès liés à la chaleur dans toute l'Europe. On estime que des dizaines de milliers de personnes ont été directement touchées par la canicule. L'agriculture a été gravement touchée avec de mauvaises récoltes, des rendements réduits et des pertes de bétail. La sécheresse a entraîné des pénuries d'eau, affectant la production d'énergie hydraulique, les processus industriels et les systèmes publics d'approvisionnement en eau. En outre, la demande accrue d'énergie pour les systèmes de refroidissement a mis à rude épreuve les réseaux électriques et entraîné des coupures de courant dans certaines régions. Des incendies de forêt ont éclaté dans plusieurs pays, notamment au Portugal et en Espagne. Ces incendies ont détruit de vastes zones forestières, menacé des habitats naturels et provoqué une pollution de l'air, entraînant des problèmes respiratoires pour les populations avoisinantes. Les lacs et les rivières ont connu de faibles niveaux d'eau, ce qui a affecté les écosystèmes aquatiques et la qualité de l'eau. Le stress thermique subi par les plantes et la diminution des précipitations ont entraîné des changements dans les schémas de végétation et augmenté le risque de désertification dans certaines régions. Numéro 12. La Grande Famine de 1315 à 1317, également connue sous le nom de Grande Famine médiévale, est une période de pénurie alimentaire extrême et de famine généralisée qui a touché l'Europe, en particulier l'Europe du Nord. Elle a été causée par une combinaison de facteurs, notamment des conditions météorologiques défavorables, de mauvaises récoltes et l'instabilité économique. Au début du XIVe siècle, l'Europe a connu une série d'étés froids et humides et d'hivers rigoureux, ce qui a entraîné de mauvaises récoltes et de mauvaises cultures. Cette situation a entraîné une pénurie de nourriture, en particulier de céréales comme le blé, l'orge et l'avoine, qui constituaient la base du régime alimentaire médiéval. Ceci entraînant une flambée des prix et une famine généralisée. L'impact de la Grande Famine a été particulièrement sévère dans des pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Les historiens estiment que des millions de personnes, tant dans les campagnes que dans les villes, ont été touchées par la famine. La malnutrition et la famine se sont généralisées, entraînant un affaiblissement du système immunitaire et une sensibilité accrue à des maladies telles que la dysenterie, le typhus et la tuberculose. Mais elle a également entraîné des perturbations sociales et économiques. Alors que la pénurie alimentaire s'intensifiait, les gens ont eu recours à des mesures extrêmes pour survivre, comme manger de l'herbe et même de la chair humaine. Numéro 11. Le Dust Bowl des années 1930 est une grave catastrophe environnementale et agricole qui s'est produite dans le centre des États-Unis, affectant particulièrement la région des Grandes Plaines. Il se caractérise par une combinaison de sécheresse, de mauvaise gestion des terres et de vents puissants qui ont provoqué d'énormes tempêtes de poussière et d'importants dégâts écologiques et économiques. La sécheresse a rendu la couche arable, essentielle à la croissance des cultures, meubles et sujette à l'érosion. Lorsque des vents violents ont balayé la région, ils ont soulevé de grandes quantités de terre arable sèche dans l'air, provoquant d'énormes tempêtes de poussière et d'importants dégâts écologiques et économiques. Les cultures ont échoué, entraînant des pertes de récoltes à grande échelle et des difficultés économiques pour les agriculteurs et leurs communautés. De nombreux agriculteurs ont alors abandonné leurs terres. La sécheresse qui a précédé le Dust Bowl a été l'une des plus longues et des plus graves de l'histoire des États-Unis durant près d'une décennie. Les énormes tempêtes de poussière provoquaient parfois des blizzards noirs qui limitaient la visibilité et créaient l'obscurité pendant la journée. Cela aurait été assez terrifiant si vous aviez vécu à cette époque, n'est-ce pas? Numéro 10. La fausse alerte nucléaire soviétique de 1983 est un moment critique de la guerre froide au cours duquel l'Union soviétique a cru que les États-Unis l'attaquaient avec des armes nucléaires. À l'époque, les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique étaient à leur comble. Dans la nuit du 25 au 26 septembre, les systèmes d'alerte précoce de l'Union soviétique ont détecté ce qui semblait être des missiles en provenance des États-Unis. Heureusement, il y avait Stanislav Petrov, un officier militaire soviétique chargé de surveiller les systèmes d'alerte précoce. Il a pris la décision de ne pas riposter et a espéré qu'il s'agissait d'une fausse alerte. S'il avait pris une autre décision, cela aurait déclenché une guerre nucléaire à grande échelle. Les deux superpuissances auraient probablement utilisé des missiles balistiques intercontinentaux, des bombardiers stratégiques et des missiles balistiques lancés par des sous-marins. Les grandes villes et les installations militaires auraient été prises pour cible, ce qui aurait entraîné la perte de millions de vies et la destruction d'infrastructures vitales. L'effet immédiat d'une guerre nucléaire aurait été la détonation des têtes nucléaires, entraînant des explosions massives, des incendies
et des retombées radioactives. Les impulsions électromagnétiques générées par les explosions nucléaires pourraient perturber les réseaux électriques, les systèmes de communication et les appareils électroniques sur de vastes zones. Numéro 9. Un jour, une femme nommée Frau Trophéa est sortie dans la rue et s'est mise à danser, déclenchant une véritable manie. La peste dansante de 1518 est un phénomène qui s'est produit principalement entre le XIVe et le XVIIe siècle en Europe. Il s'agissait de groupes de personnes qui dansaient de manière inexplicable et incontrôlée pendant de longues périodes. Bien que la cause exacte de la peste dansante reste incertaine, on pense qu'il s'agit d'un trouble psychogène dans lequel interviennent des facteurs sociaux et psychologiques. Les épidémies se caractérisaient par la présence de grands groupes d'individus, généralement dans les villes et les villages, qui ressentaient soudain une envie irrésistible de danser. Des personnes d'origine et d'âge différents se joignaient à eux, et la danse se poursuivait pendant des jours, des semaines, voire des mois. Les personnes touchées présentaient souvent des états de transe et certains auraient même eu des hallucinations. De nombreux danseurs souffrent d'épuisement, de déshydratation et de blessures physiques telles que des entorses, des fractures et des crises cardiaques. Certains ont dansé jusqu'à ce qu'ils s'effondrent, voire jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement. Les personnes touchées par la peste dansante étaient souvent stigmatisées par la société et parfois considérées comme possédées. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une punition de Dieu ou du résultat de forces surnaturelles. Les personnes touchées et leurs familles étaient souvent ostracisées et rejetées par la communauté. Numéro 8. Le grand tremblement de terre de Shangxi, également connu sous le nom de tremblement de terre de Huashian, s'est produit le 23 janvier 1556 dans la province chinoise de Shanxi. Il est largement considéré comme l'un des tremblements de terre les plus meurtriers de l'histoire. On estime que le tremblement de terre avait une magnitude d'environ 8 sur l'échelle de Richter et qu'il a touché une zone étendue, principalement les provinces de Shanxi, Henan, Gansu et Hebei. Cependant, la plupart des dégâts se sont produits dans la province de Shanxi. On estime que le tremblement de terre de Shanxi a causé la mort d'environ 830 000 à 870 000 personnes. Le tremblement de terre a provoqué des destructions massives dans les zones touchées. De nombreuses villes et villages ont été rasés ou gravement endommagés, y compris la ville de Huashian qui se trouvait près de l'épicentre. L'activité sismique a déclenché de nombreux glissements de terrain et mouvements de terrain. L'expérience nous apprend qu'il ne faut pas respirer trop vite après un tremblement de terre. Le tremblement de terre de Shanxi a été suivi de nombreuses et puissantes répliques qui ont aggravé les dégâts et entravé les efforts de reconstruction pendant plusieurs mois. Numéro 7. L'événement de Carrington, également connu sous le nom d'éruption de Carrington, fait référence à une puissante tempête solaire qui s'est produite en 1859. Les 1er et 2 septembre de cette année-là, une éruption solaire massive s'est produite, libérant une énorme quantité d'énergie sous la forme d'une éjection de masse coronale. Un énorme nuage de particules chargées a été projeté dans l'espace. Il a atteint la Terre en seulement 17,6 heures, un temps de parcours exceptionnellement rapide. En entrant en contact avec la magnétosphère terrestre, il a provoqué de graves perturbations géomagnétiques. Il en est résulté des aurores intensément lumineuses et étendues, également connues sous le nom d'aurore boréale ou australe selon l'hémisphère. Ces aurores ont été observées jusqu'au sud des Caraïbes et étaient si brillantes qu'elles auraient réveillé les gens la nuit, pensant qu'il faisait jour. Les perturbations géomagnétiques ont provoqué de puissants courants électriques dans les fils télégraphiques, entraînant des défaillances du système, des étincelles et même des incendies dans certains cas. Les télégraphistes ont rapporté avoir reçu des décharges électriques et avoir pu envoyer et recevoir des messages, même après avoir débranché leur source d'énergie. Numéro 6. L'invasion mongole menée par Gengis Khan, qui s'est déroulée de 1206 à 1324, est une campagne militaire qui a abouti à la création de l'Empire mongol. Sous la direction de Gengis Khan, l'Empire mongol s'est rapidement développé grâce à une série de campagnes militaires. Les Mongols ont conquis de nombreux territoires, notamment des parties de la Chine, de l'Asie centrale, du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est. Ils ont pris le contrôle de régions telles que la Mongolie, la Chine du Nord, la Perse et la Russie. Les Mongols étaient connus pour leur cavalerie hautement qualifiée et leurs tactiques militaires efficaces. Ils exerçaient dans le tir à l'arc à cheval et utilisaient des stratégies telles que les retraites feintes, les encerclements et la guerre psychologique pour décourager leurs ennemis. Les armées de Gengis Khan étaient très disciplinées et organisées, ce qui leur permettait de conquérir de vastes territoires avec une rapidité et une efficacité relatives.
Mais qu'est-ce qui a pu motiver cela? Gengis Khan voulait unir les tribus mongoles sous sa direction et créer un empire centralisé, et aussi la vengeance. On pense que Gengis Khan, qui se qualifiait lui-même de fléau de Dieu, pourrait être responsable de la mort de 40 millions de personnes, soit environ 10% de la population mondiale. Numéro 5. Le 25 janvier 1995, le centre spatial norvégien, en coopération avec des scientifiques américains, a lancé une fusée à 4 étages depuis le polygone de tir d'Andoya. Le but de ce lancement était d'étudier le phénomène des aurores boréales. Peu après le lancement, l'apparence et la trajectoire de la fusée ont été mal identifiées par le système d'alerte russe. Les opérateurs radars ont interprété à tort la trajectoire de la fusée comme celle d'un missile balistique intercontinental se dirigeant vers la Russie. Cette interprétation erronée du lancement de la fusée comme une attaque potentielle de missiles a fait craindre une guerre nucléaire. L'armée russe a été mise en état d'alerte et le président russe Boris Eltsine, qui participait à un sommet à Moscou, a été averti de la prétendue attaque de missiles. Une fois la situation clarifiée et la nature réelle du lancement de la fusée, qui était une expérience scientifique confirmée, les tensions se sont progressivement apaisées. Les gouvernements norvégiens et américains ont fait des déclarations et donné des assurances à la Russie, soulignant le caractère pacifique du lancement de sa fusée. Numéro 4. L'empoisonnement collectif du pont Saint-Esprit a eu lieu en août 1951 dans la petite ville de Pont-Saint-Esprit, dans le sud de la France. Il s'agit d'une mystérieuse épidémie d'hallucinations et de maladies collectives qui a touché des milliers de personnes. Le 15 août 1951, les habitants de Pont-Saint-Esprit ont commencé à ressentir des symptômes étranges, notamment des hallucinations, des délires et des comportements violents. Certaines personnes ont fait état de visions terrifiantes d'animaux, de démons et de feu. L'épidémie a été soudaine et généralisée, touchant hommes, femmes et enfants, et les symptômes semblaient se concentrer chez ceux qui avaient consommé du pain provenant d'une boulangerie locale. Des investigations plus poussées n'ont cependant pas permis de trouver de toxines ou de contaminants dans le pain. La situation s'étant aggravée, le gouvernement français a envoyé des experts médicaux pour enquêter sur la cause de l'empoisonnement. Finalement, une équipe de scientifiques a conclu que l'épidémie était probablement due à un empoisonnement à l'ergot de seigle. L'ergot est un champignon qui affecte les grains de seigle et produit des substances toxiques connues sous le nom d'alcaloïdes d'ergot. Consommés en grande quantité, ces alcaloïdes peuvent provoquer des symptômes similaires à ceux observés lors de l'incident du pont Saint-Esprit. Numéro 3. L'éruption du mont Tambora en 1815 s'est produite sur l'île de Sumbawa, dans l'actuelle Indonésie. Elle a débuté le 5 avril 1815 par une série d'explosions volcaniques qui ont duré plusieurs jours. L'éruption initiale a été suivie d'une explosion massive le 10 avril, au cours de laquelle une énorme quantité de matériaux volcaniques a été éjectée dans l'atmosphère. On estime que cette explosion a atteint une hauteur d'environ 43 km et qu'elle a eu de graves conséquences au niveau local. Les explosions et les coulées pyroclastiques ont détruit les villages voisins et fait des dizaines de milliers de morts. Elles ont également déclenché des tsunamis qui ont affecté les zones côtières. Mais l'effet le plus important de l'éruption volcanique a été ses conséquences climatiques globales. L'éruption a rejeté dans l'atmosphère une quantité massive de gaz volcanique, de cendres et d'aérosols. Ces matériaux ont circulé dans le monde entier et ont entraîné des changements atmosphériques de grande ampleur. Les aérosols volcaniques et les particules de cendres ont réfléchi la lumière du soleil dans l'espace, ce qui a entraîné une baisse significative des températures mondiales. C'est ainsi qu'est né le phénomène connu sous le nom d'année sans été en 1816. Les effets ont été ressentis dans tout l'hémisphère nord, en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Les récoltes ont été mauvaises et les pénuries alimentaires et la famine se sont généralisées. Numéro 2. La Seconde Guerre mondiale est un conflit mondial qui s'est déroulé de 1939 à 1945. Elle a impliqué la majorité des nations du monde, divisées en deux alliances militaires opposées, les Alliés et les puissances de l'Axe. La Seconde Guerre mondiale a vu l'utilisation de technologies militaires avancées, notamment des bombardements aériens, des chars d'assaut, des sous-marins et des armes chimiques. Cet événement a entraîné la mort d'environ 70 à 85 millions de personnes, ce qui en fait l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. Tant les civils que les militaires ont subi de lourdes pertes, les civils étant souvent délibérément pris pour cible ou pris entre deux feux.
Outre les pertes en vie humaine, la Seconde Guerre mondiale a entraîné une destruction massive des infrastructures, des villes et du patrimoine culturel. Les grandes villes ont été bombardées et des régions entières ont été dévastées. La guerre a redessiné les frontières politiques, entraîné d'importants changements géopolitiques et conduit à l'effondrement d'empires. Numéro 1. La peste noire, également connue sous le nom de peste bubonique, est apparue au XIVe siècle, principalement en Europe. On pense qu'elle est née en Asie centrale et qu'elle a été propagée par les puces infestant les rats noirs. La maladie s'est rapidement propagée le long des routes commerciales et a atteint l'Europe en 1347. On estime que la pandémie a tué entre 75 et 200 millions de personnes dans le monde. Les symptômes de la peste noire étaient terribles. Les victimes présentaient souvent des gonflements douloureux appelés bubons dans leurs ganglions lymphatiques, d'où le nom de peste bubonique. Ces bubons s'accompagnaient d'une forte fièvre, de frissons, de fatigue et de douleurs musculaires intenses. L'ampleur de la mortalité a engendré des conditions apocalyptiques. Les cimetières débordaient et les corps étaient souvent laissés sans sépulture ou éliminés à la hâte. Des communautés et des familles entières ont été décimées par la propagation rapide de la maladie. Le manque de compréhension des causes et du traitement de la peste n'a fait qu'intensifier le sentiment d'impuissance. Certaines personnes, submergées par la peur, ont cherché une intervention divine, tandis que d'autres se sont résignés à croire que la fin du monde était proche. Comment pensez-vous que le monde finira? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.